Alors, je vais être brève, vous dire d'abord un mot de la manière dont nous voyons chez Engie finalement le paysage, avant de parler des options stratégiques que nous avons choisies. Paysage parce que, au fond, même si nous avons chacun des opérateurs, des racines historiques qui sont assez différentes, des ancrages technologiques, en termes de business model aussi, qui sont très différents. Nous sommes confrontés tous à ce paysage. Donc moi, je vais vous dire ce que je vois, ce que j'en pense. Première chose que je voudrais vous dire, c'est que je trouve que le terme de transition énergétique, comme on l'appelle en général, est assez pâlo par rapport à la réalité que nous vivons. Je ne sais pas si vous le ressentez comme nous, mais notre avis, c'est que nous sommes plutôt en train de vivre quelque chose qui est du registre d'une révolution industrielle, comme il y en a eu plusieurs dans le passé, mais d'une ampleur extrêmement profonde et qui probablement marque vraiment l'entrée dans une ère industrielle nouvelle. Il nous semble qu'à la racine de ça, il y a d'abord une évolution des mentalités. C'est d'abord cela, sans doute, avant d'être une évolution des technologies et des business models, et je vais y revenir. L'évolution des mentalités qui est en réalité très liée au changement climatique, qui change bien plus que le climat, qui au fond est le premier véritable défi mondial. C'est la première fois que des crises régionales, il y en a eu de tout temps en réalité. Et là, c'est un défi mondial, au sens où chaque décision prise à un endroit de cette planète a un impact sur tout le monde. Ça, réellement, c'est historique. Il n'y a pas de précédent. Et c'est probablement ça qui, au fond, force une espèce de convergence de la façon d'envisager les choses, de la façon d'analyser ce problème. Et je crois que ce thème de la convergence, il est probablement l'une des caractéristiques les plus importantes de ce que nous voyons émerger progressivement depuis 15 ans, qui a finalement éclaté si visiblement à l'occasion de la COP21, la convergence. Alors cette convergence, des points de vue, des mentalités, de la prise de conscience qu'il faut inventer des façons différentes de produire, de consommer, de vivre au quotidien, de se transporter par exemple, elle a des impacts déjà visibles de notre point de vue. Premier impact, c'est qu'il y a beaucoup d'argent disponible, qui s'est rendu disponible pour financer cette révolution. Et je crois que vous avez eu un thème sur le financement de la transition énergétique ce matin. De mon point de vue, ça n'est pas le blocage, s'il y en a un, n'est pas là. En réalité, il y a énormément d'argent disponible sur le marché. Vous avez vu que les investisseurs sont en train progressivement de flécher des masses d'argent de plus en plus importantes pour financer cette révolution énergétique. Donc le blocage ne vient pas de là. Il y a des questions sur les business models, il y a des modalités à caler, évidemment, qui ne le sont pas, mais l'argent est là. De mon point de vue, s'il y a un sujet d'ordre économique, il n'est pas dans le financement des solutions nouvelles qui apparaissent, il est dans la manière de faire atterrir le plus doucement possible l'ère précédente. Alors, je crois qu'on est tous conscients que la fin des économies pétrolières qui viendra, alors à quelle vitesse, personne ne le sait vraiment, à vrai dire, mais là peut poser des problèmes économiques absolument majeurs à l'échelle de la planète. Mais c'est plus ça le sujet financier, s'il y en a un, que le sujet du décollage, du financement du décollage des technologies nouvelles. Premier point. Donc beaucoup d'argent. Premier impact de cette convergence, beaucoup d'argent disponible. Deuxième impact de cette convergence, c'est la maturation des technologies, parce que cet argent, il s'est investi dans le développement, dans la maturation, en réalité, extrêmement rapide des technologies. Alors, je pense que le plus spectaculaire, c'est le solaire, quand même. Parce que quand on regarde sur une période de temps qui est courte, prenons 10 ans, c'est quand même très court à l'échelle de nos métiers, nous investissons à 30 ans, 50 ans parfois. Mais en 10 ans, les coûts de production d'électricité à partir de solaire ont été divisés par 10. Moi, je me souviens des premiers tarifs de rachat d'électricité à partir d'énergie solaire. En 2008, il me semble qu'on était à 700 € du mégawattheure. 700 € du mégawattheure, imaginez-vous. Derniers appels d'offres cet été, on était à 30 $. Donc c'est là qu'on est vraiment dans un changement de cadre, bien plus qu'une évolution ou une transition. C'est un changement de cadre, parce que ça veut dire qu'un gisement d'énergie qui a toujours été là, subitement devient économiquement accessible. Et ça change totalement le paysage. Et si on reste sur le solaire une seconde,
Parce que je pense évidemment, il ne sera pas le seul élément du cocktail énergétique à venir. Certainement pas. Il est intermittent pour commencer. Et donc, il a besoin d'une bande de stabilité. Nous pensons que c'est le gaz, cette bande de stabilité. Gaz qui lui-même deviendra vert progressivement, à notre avis. Mais restons quand même sur le solaire une seconde. Il y a 3 caractéristiques au solaire. Premièrement, la taille du gisement. 20 fois la consommation mondiale d'énergie, nous disent les spécialistes. Donc, voilà, il n'y a pas de limite. C'est ça qu'il faut, je crois, comprendre derrière ce chiffre. Deuxième caractéristique, il y en a partout. Plus ou moins généreusement répartis. C'est vrai. Mais quand même, n'importe quel pays a un gisement énergétique propre. Propre au sens lui appartenant, en plus d'être propre au sens sans émission de CO2. Et donc ça laisse entrevoir quand même un équilibre géopolitique à venir qui est très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, avec quelques pays ou quelques zones géographiques trustant d'une certaine manière les ressources énergétiques de l'ensemble de la planète. Eh bien, on va probablement vers un système beaucoup mieux réparti. Et d'ailleurs, regardez les objectifs de développement renouvelable que se fixent les pays émergents maintenant, ils sont souvent plus élevés que ce qu'on voit dans les zones développées. Et je pense que derrière cela, il y a évidemment la volonté de s'inscrire dans ce que la COP21 a esquissé. Mais il y a probablement encore plus une question d'indépendance énergétique. Ces pays font face à une augmentation de la demande d'énergie de manière extraordinairement rapide. Et ne pas dépendre trop de leurs voisins et néanmoins être capable de servir cette demande, c'est un sujet stratégique majeur pour eux. Eh bien, tout ce qu'ils vont développer de renouvelables, de solaire, de vent, de géothermie, d'hydroélectricité, toutes ces technologies renouvelables, c'est du local. C'est autant de moins à acheter en termes de fuel, disons de manière générale, aux voisins. Ça, c'est un élément extraordinairement dimensionnant, je pense. Bon, donc, deuxième conséquence de cette convergence, c'est la maturation des technologies. Et tout ça nous fait nous dire, et je crois que ce que vous vous êtes dit toute la journée, finalement, va bien dans ce sens-là, qu'il y a probablement un paysage énergétique qui nous attend, qui est très, très différent de celui que nous avons connu jusqu'ici, et qui a un certain nombre de caractéristiques simples. Premièrement, il sera plus propre qu'aujourd'hui. Deuxièmement, il sera finalement géopolitiquement beaucoup mieux équilibré. Et troisièmement, il sera certainement beaucoup plus décentralisé. Alors décentraliser, ça veut décentraliser à toutes les échelles. Moi, je suis frappée de voir le rôle des territoires. Et je crois que c'était le thème justement de la table ronde qui vient de s'achever. Les territoires sont en train de prendre le relais des États. Et au fond, si on regarde les différents échelons d'autorité administrative, moi, mon impression, c'est que l'échelon national va perdre finalement de sa capacité à agir, ce qui n'est pas forcément une bonne façon de le dire d'ailleurs, parce que ce n'est pas forcément négatif, mais les échelons pertinents seront probablement de plus en plus, à la fois l'échelon beaucoup plus local, les territoires, les collectivités, les régions, alors avec des questions de savoir finalement qui est responsable de quoi aux différentes échelles, et de mon point de vue ça n'est pas clair encore, et puis à l'inverse un niveau géographique plus large. Je ne peux pas concevoir qu'on reste comme on est aujourd'hui avec des régulations nationales, alors même que tous ces réseaux sont interconnectés. Il me paraît absolument indispensable que nous ayons progressivement, avec au moins les pays qui nous entourent et avec lesquels nous formons une seule plaque de cuivre, physiquement, concrètement parlant, une vision partagée des enjeux sur cette plaque ou sur ces plaques. Ce n'est pas forcément l'Europe, c'est là que c'est compliqué, mais je verrais bien émerger des zones qui finalement tiennent compte de la réalité physique, géographique, par plaques interconnectées et qui pensent de manière convergente les mix énergétiques pertinents à l'avenir. Donc voilà le paysage. Alors c'est un paysage, je trouve, très enthousiasmant. J'entendais tout à l'heure, cette transition ou cette révolution est inéluctable. Moi, je crois qu'elle n'est pas seulement inéluctable, elle est souhaitable en réalité. Tout ce qu'on vient de décrire, quand même fondamentalement des effets positifs. Regardez, 2 milliards de personnes n'ont pas accès aujourd'hui correctement à l'énergie. Alors les experts se battent sur est-ce que c'est 1 milliard, 1,4 milliard, 2 milliards. On faisait beaucoup de personnes qui, selon les critères qu'on retient, n'ont pas accès à l'énergie.
Et on sait très bien que si on applique les recettes que les pays développés ont appliquées historiquement, on ne sait pas le faire sans dérégler totalement d'autres équilibres, qui sont des équilibres notamment climatiques et environnementaux en réalité de manière plus générale. Bon, bah, écoutez, c'est la première fois qu'on entrevoit le moyen de le faire. C'est quand même formidablement positif. Donc moi, je crois qu'il faut s'inscrire dans cette perspective de manière positive. Pas en se disant, après tout, il faut bien y aller, c'est inéluctable. Non, inéluctable. Non, c'est positif, je le crois. Alors c'est en même temps un challenge extrêmement difficile pour tous les acteurs établis. C'est un challenge en termes de transformation, parce qu'on voit bien que gérer des systèmes décentralisés, on parlait de décentraliser à l'échelle des territoires, mais décentraliser probablement beaucoup plus bas encore, à l'échelle des clients, qui seront de plus en plus eux-mêmes des producteurs d'énergie, des stockeurs d'énergie, des gestionnaires d'énergie. Ça veut dire pour nous tous qui opérons dans ce métier une transformation interne qui est extraordinairement exigeante en réalité. Se cache derrière cela des questions évidemment de technologie à maîtriser, de business model à établir, d'économie, de balance économique à respecter, et puis même de culture, d'organisation industrielle, de réflexes à avoir, de pas de temps sur lesquels nous gérons nos affaires. Bref, des transformations en tant qu'industriels qui nous attendent, qui sont absolument spectaculaires. Alors voilà pour le paysage tel que nous le voyons, et je comprends de vos débats que finalement il y a une assez grande convergence de vues entre nous tous sur ces différents éléments. Alors maintenant je vais vous dire un mot d'Engie et vous dire les choix que nous avons faits. Je crois que nous ne faisons pas tous les mêmes, c'est intéressant d'échanger là-dessus aussi. Puis chacun évidemment fait des choix qui correspondent à son histoire et correspondent évidemment également aux différentes assises industrielles, technologiques que nous avons les uns et les autres. Alors chez Engie, nous avons décidé de nous engager très nettement dans cette perspective-là. D'abord parce que, en réalité, quand vous faites un peu le bilan de nos métiers, déjà aujourd'hui, nous sommes en réalité très alignés, en très grande partie déjà avec ces grands mouvements-là. Nos métiers, vous les connaissez, ou je les redis en une seconde, nous sommes des producteurs d'électricité à grande échelle, avec déjà un mix de CO2 très, très bon, et 15% de charbon, je vais y revenir. Nous sommes un grand acteur dans le domaine du gaz, et notamment des infrastructures de gaz, pas seulement. Et puis nous sommes un acteur qui a fait depuis 10 ans déjà un choix qui est de dire nous sommes certes un producteur d'énergie, mais nous sommes aussi un acteur qui est là pour aider les clients à en consommer moins. Et je me souviens très bien, c'était en 2005. Nous avons décidé de créer cette branche cette branche d'activité dans notre groupe à partir finalement d'entités qui étaient petites à l'époque, qui étaient un peu éparpillées d'ailleurs au sein de ce qu'était Suez à l'époque. Nous nous sommes posé cette question, est-ce qu'on peut être un producteur d'énergie et en même temps être un groupe qui aide les clients à consommer moins? Est-ce qu'il y a une contradiction telle dans les termes qu'il faut se concentrer uniquement sur le métier de producteur d'énergie? Et à l'époque, nous nous sommes dit non, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. On va vers un monde dans lequel les ressources s'amenuisent. Alors, c'était avant l'apparition de ce gisement renouvelable qui lui, change la donne, à vrai dire. Mais nous avions fait se parer de cette dualité. Donc, d'être à la fois des producteurs et des fournisseurs, mais aussi d'être résolument engagés dans les économies d'énergie. Et déjà aujourd'hui, 100 000 collaborateurs sur les 155 000 que compte Engie dans le monde entier sont des collaborateurs qui sont engagés dans l'efficacité énergétique. Donc pour toutes ces raisons, de mouvements déjà engagés, une conviction aussi, c'est que pour créer de la valeur, il faut être le plus proche possible des aspirations de l'écosystème dans lequel vous opérez. Moi, c'est mon point de vue. Et donc, je suis assez convaincue qu'en adoptant plus nettement encore ce parti pris de transition énergétique, non seulement ça répond à des convictions que je pense un certain nombre d'entre nous partagent, mais en plus, du point de vue de la création de valeur, c'est certainement ce qui protège le mieux notre entreprise. Donc, nous avons fait ce choix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être un pionnier? C'est comme ça que nous avons décidé de le dire, d'être un pionnier de la transition énergétique. Ça veut d'ailleurs pas forcément dire être le plus gros, ça veut dire être un groupe qui rend possible
qui rend plus ample et plus rapide cette révolution industrielle. Alors nous sommes fixés 3 règles de conduite, très simples. La première, c'est que nous n'implémentons aujourd'hui que des solutions qui, de notre point de vue, s'inscrivent dans ce mouvement-là. Alors derrière cette phrase se cachent des implications lourdes. La première de ces implications, c'est un plan de cession qui est important, de 15 milliards d'euros d'actifs en 3 ans, qui consiste à nous alléger de tout ce qui précisément ne fait pas partie de ce que je viens de dire. Donc, concrètement, nous sommes en train de céder ou de fermer, ça dépend des cas, notre activité de production d'électricité à partir de charbon. Et nous avons décidé de le faire vite, pour des raisons pratique, parce qu'encore une fois, à partir du moment où on décide de sortir d'une activité, il faut le faire vite, sinon votre activité souffre. Ceux qui les opèrent se sentent délaissés, et on peut le comprendre, et donc nous avons décidé de le faire vite, et puis nous pensons aussi que pour cristalliser le mieux possible la valeur de ces activités, il faut le faire vite. Et donc nous avons fait un choix, ça veut dire quoi le faire vite? Ça veut dire que nous avons fait le choix assumé de réduire la taille du groupe, de privilégier au fond la cohérence du portefeuille d'activités, d'une certaine point de vue, sa qualité, sa cohérence ou sa qualité du point de vue de la ligne stratégique que nous avons définie, plutôt que sa taille. Parce que ces 15 milliards de cessions, nous allons évidemment les réinvestir. Cet argent que nous allons investir, nous allons le réinvestir dans notre développement. Mais nous allons, puisque pour l'essentiel, nous allons construire des fermes solaires ou des solutions locales de gestion de l'énergie, nous allons le construire ou réinvestir plus lentement que nous allons vendre. Ça veut dire que nous faisons le pari de plutôt contracter dans un premier temps la taille de notre groupe pour mieux nous concentrer sur ce que nous avons défini comme étant nos métiers d'avenir. Première règle de conduite. Deuxième règle de conduite, c'est de nous dire, cette maturation technologique, alors elle est spectaculaire déjà, pas seulement dans le solaire d'ailleurs, l'éolien aussi, 30 € du mégawattheure au Maroc, il y a quelques mois. Mais c'est le début. Quand on passe du temps avec les laboratoires qui travaillent sur toutes ces technologies, non seulement de production, mais évidemment de stockage, qui est critique dans le système. Et puis les smart grids, et puis les softwares, c'est un monde applicatif aussi qui nous attend. Toutes ces solutions de gestion locale de l'énergie, c'est un monde du digital en réalité. C'est un monde de big data, c'est un monde d'Internet des objets, puisqu'il faut relever en temps réel absolument toutes les données du système. Et il faut équilibrer tout ça avec des algorithmes qui sont donc finalement cristallisés dans des logiciels. Mais c'est le début. C'est le début du mouvement. C'est la première vague seulement qui est passée. Donc la deuxième ligne de conduite que nous nous sommes fixés, c'est de dire mais il faut construire la deuxième vague. Et là, nous avons fait un choix. Nous aurions pu rester dans une logique qui était un peu notre logique historique, en réalité, qui était de dire ce n'est pas à nous de développer ces technologies. Nous sommes des intégrateurs de technologies qui sont développées par d'autres. Alors nous avons fait un choix, là, largement débattu en interne, nous avons mis un certain nombre de mois à le trancher, mais qui est de dire non, cette logique qui consiste à dire ce sont les fournisseurs qui investissent dans la technologie et nous sommes des intégrateurs, ça fonctionne bien dans un monde des gros objets, des grandes centrales, des grands réseaux, des grandes usines. Et ce monde des grands objets, il va continuer à jouer son rôle, évidemment. Mais dans le monde des petits objets, donc de gestion locale de l'énergie, production locale avec du stockage, un smart grid, ça n'est plus vrai. Parce que là où nous étions protégés à l'époque, c'est encore vrai d'ailleurs dans le monde centralisé, par un ticket d'entrée en investissement qui est considérable, dans le monde du petit système, ça n'est plus vrai. Et donc nous voyons arriver des acteurs par le travers de tout à fait ailleurs, je crois que vous avez parlé des GAFA, et nous les voyons en effet. Donc nous avons fait un choix qui est de dire non, nous devons nous-mêmes nous investir dans la préparation de ces nouvelles technologies et les maîtriser. Alors les maîtriser, il y a plein de façons de les maîtriser. Nous n'avons pas vocation à tout développer nous-mêmes, mais bâtir des partenariats, quelquefois développer nous-mêmes, quelquefois avoir trouvé les moyens sous différentes formes d'avoir un accès privilégié à ces technologies. Donc cette deuxième ligne de conduite, elle est lourde d'implications aussi, parce que nous avons fait le choix de réduire notre dividende, c'est très concret, mais d'un tiers, pour libérer 1,5 milliard pour les investir en 3 ans sur ces technologies. Avec une grande part de digital, d'ailleurs, pas seulement, parce que le stockage, l'hydrogène, les gaz verts aussi.
Donc c'est la deuxième ligne de conduite. Et je peux vous dire que le matin où nous avons annoncé cela, nous avions eu beau faire tous les sondages, prendre tous les signaux possibles en amont, on se demandait quand même tout de même comment tout ça allait passer. Et en vérité, très bien, le cours est monté ce jour-là. Je trouve que c'est quand même un signe des temps. Alors, les marchés de capitaux sont volatiles, chagrins, ça ne protège d'aucune fluctuation à venir. Mais tout de même, le geste de dire il faut investir à long terme, il faut être prêt à des efforts maintenant pour investir à des horizons qui sont très très loin des horizons habituels des investisseurs. Parce que nous leur avons dit, écoutez, ces technologies dans lesquelles nous allons investir 1,5 milliard ne rapporteront pas à 3 ans. 3 ans, c'est déjà très loin, à vrai dire, pour eux. Mais nous leur avons dit, c'est plutôt 5 ans et 10 ans. Eh bien, le cours est monté ce jour-là. Ben, je trouve que c'est quand même un signal du fait que précisément la communauté financière est en train de prendre la mesure de ce qui se passe et est en train de flécher de plus en plus de moyens. Retour à ce que je disais tout à l'heure sur le financement de cette transition. Donc deuxième ligne de conduite. Troisième ligne de conduite, c'est de faire le choix des territoires. Et nous avons décidé de chambouler complètement notre organisation et notre façon finalement de piloter nos activités qui étaient, je passe une seconde à vous le dire, organisées par métier, avec pour chaque métier un réseau international souvent. En disant non, si on va vers une logique de décentralisation avec des clients qui vont avoir besoin de concevoir leur révolution énergétique à leur échelle, il ne peut évidemment pas y avoir 5 casquettes NJ en face de chacune de ces personnes-là. Ça n'est pas possible. Il faut un architecte qui ait toute la boîte à outils à sa disposition et qui soit capable d'accompagner le territoire, le client industriel, le client tertiaire, voire même les résidentiels que nous sommes, puisqu'une grande partie va probablement, avec le temps, alors ça dépendra sans doute des géographies, mais devenir producteur d'énergie, bien ces gens-là doivent trouver en nous des architectes qui les accompagnent dans ce mouvement. Donc nous avons amorcé, la phase organisationnelle a été une première étape, mais un bouleversement de nos organisations très profond, avec ce parti pris du territoire et un deuxième parti pris qui est le parti pris de la décentralisation, en se disant, dans un monde décentralisé qui va jouer un rôle de plus en plus important, eh bien, il faut se préparer à ce que la création de valeur soit beaucoup plus bas, si je puis dire, dans l'organisation, beaucoup plus proche du terrain. Et donc, il faut faire monter en gamme nos managers de premier niveau, les autonomiser beaucoup plus qu'ils ne le sont aujourd'hui, leur donner une grande partie de la capacité d'innovation. Voilà, donc nos 3 lignes de conduite. Je ne prétends absolument pas que ce soit forcément les bons, je vous dirais qu'on verra bien. Je vois qu'un certain nombre de groupes prennent des voies, alors avec chacun sa variante, mais assez similaires. Mais nous nous sommes engagés dans ce mouvement donc, sur une période de 3 ans, avec un pas de temps qui est très volontairement extrêmement rapide. Voilà, pour terminer, écoutez, je voudrais vous dire que même si nous avons chacun notre partition à jouer, je voudrais vous dire à quel point je pense que les groupes européens, et en particulier les groupes français, ont un rôle particulier possible à jouer dans cette révolution industrielle. Hier, je déjeunais avec le patron d'une utility américaine, à vrai dire l'ex-patron d'une utility américaine qui a quitté cette entreprise l'année dernière et qui m'a dit, écoutez, moi je ne vois personne sur le marché américain capable vraiment de prendre à bas-le-corps cette révolution industrielle du côté des opérateurs. Et donc c'est à vous les Européens de jouer. Entendons ce message, je suis assez d'accord avec lui, je trouve que les groupes américains du secteur sont restés pour l'instant, alors je crois qu'il faut leur faire confiance à un moment donné et avec la capacité d'innovation qu'on leur connaît, ils vont s'y mettre, mais ça n'est pas encore le cas, ou vraiment très marginalement le cas. Et donc les groupes européens que nous sommes, nous avons un rôle à jouer en Europe et dans le monde. Je crois que vous avez parlé de l'Afrique, je crois que c'est un sujet effectivement premier pour l'Europe. Chacun, regardez comment se sont développées les différentes zones du globe. L'Amérique du Nord s'est développée en grande partie en s'appuyant sur le réservoir formidable que représentait l'Amérique latine. Regardez ce qu'ont fait les Chinois avec l'Asie du Sud-Est. Bon, écoutez, nous avons là un terrain qui est un terrain magnifique
de développement, de déploiement des nouvelles technologies énergétiques, parce que le sujet de l'accès à l'énergie, là, est évidemment premier, parce que les technologies nouvelles qui apparaissent sont probablement particulièrement éligibles en Afrique, où il n'y a justement pas encore de grands réseaux et de grandes usines, et où, moi, à mon avis, ces régions vont, au moins pour partie, exactement comme ils l'ont fait dans la téléphonie, à vrai dire, passer directement assez massivement, sans doute pas en totalité, mais assez massivement à des systèmes décentralisés. Donc, je voudrais terminer par cette note un peu de mobilisation vers les groupes européens qui sont très réputés dans le monde de l'énergie et qui, je pense, ont un rôle particulièrement important à jouer. Merci beaucoup.